On entend très peu de personnel soignant, très peu de médecins, très peu d'influenceurs, très peu d'artistes. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment ce silence assourdissant concernant le Covid et concernant cette situation qui nous impacte tous au quotidien et qui nous prive de nos libertés. Il n'y a personne qui bronche, tout le monde acquiesce, tout le monde consent. J'estime que c'est important d'en parler et c'est cool qu'elle puisse amener le sujet sur la table. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est une vidéo où je vais réagir sur la vidéo d'une autre youtubeuse très connue, j'ai nommé Enjoy Phoenix. C'est une personne qui est extrêmement influente de par sa notoriété sur les réseaux sociaux et de par le nombre d'abonnés qu'elle peut avoir sur YouTube. C'est d'ailleurs pour cette raison précisément qu'on a fait appel à elle afin de faire un témoignage politico-sanitaire. Voilà, dans sa vidéo, elle précise très bien qu'elle n'a pas été rémunérée, qu'il n'y a pas de, qu'elle n'est pas là pour faire du politique et qu'elle veut juste apporter le témoignage des réanimateurs en situation, etc. Donc, en soi, la démarche est plutôt intéressante et à l'air bienveillante. Je ne remets pas du tout en cause la démarche d'Enjoy Phoenix. Je ne vais pas avoir un sens critique face à cette youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Je regarde son contenu. Oui, j'ai 35 ans. Je suis fatiguée, hein. Ouh là là. Je vous préviens, j'ai absolument pas préparé cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Et en même temps, la vidéo d'Enjoy Phoenix, j'arrive pas à parler ce matin, elle dure déjà 40 minutes, donc je vais la mettre en vitesse accélérée, histoire que ce soit pas trop long pour vous. Je mettrai des petites inscriptions parfois pour éclaircir ce que je raconte si j'estimais que c'était pas assez clair. Je tiens à préciser que lorsqu'elle a publié, donc le 8 novembre, je n'ai pas souhaité regarder cette vidéo parce que au premier abord, j'étais dans, comment dire, pourquoi on fait appel à Enjoy Phoenix pour faire un témoignage dans les hôpitaux? Je veux dire, il suffit d'aller interroger n'importe qui dans un hôpital pour avoir un témoignage, etc. Là, on fait appel à Enjoy Phoenix parce que, justement, précisément, elle a un impact sur les jeunes, comme elle le dit, de 13 à 35 ans. Et on va faire appel à son influence sur les jeunes qui la suivent. C'est-à-dire à peu près 3 700 000, je regarde, 3 670 000 abonnés. Alors dans cette vidéo, je suis désolée, mais ma réflexion et ma réaction, ça va être du one shot, ça va être du spontané. Je ne réfléchis pas particulièrement, mes pensées ne vont pas être hyper abouties, mes questions n'auront pas forcément de réponse. Mais voilà, c'est mes réactions en live. Sa vidéo s'appelle 24 heures avec les soignants, leur quotidien et leurs craintes, précisées, non censurées. Là déjà, rien qu'au titre, ça me, tu vois, ça me pique un peu. Pourquoi? Parce que il faut savoir quand même qu'aujourd'hui YouTube censure énormément de vidéos. Donc en fait la censure c'est quoi? C'est on te laisse pas le droit de parole, on te laisse pas le droit de réponse. On estime que tu n'as rien à dire, donc on va effacer tout simplement ta pensée, ta parole. Qui dit effacer une parole dit effacer quand même ceux qui écoutent cette parole. C'est ne pas laisser tout simplement la personne s'exprimer librement, exprimer une opinion et ne pas laisser les autres écouter et adhérer à cette opinion. Pour moi, la censure, c'est extrêmement grave et c'est quelque chose qui me révolte au quotidien. YouTube, Facebook et Twitter censurent énormément depuis la crise sanitaire. Donc, le côté YouTube qui ne censure pas, c'est bien de le préciser, mais pourquoi ils censurent pas et ils censurent un autre contenu à côté? Voilà, hein, faut essayer de remettre les choses quand même dans son contexte. Pareil, je vous mets sa vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez aller la voir et savoir de quoi on parle.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette fameuse vidéo un peu particulière dont je vous ai parlé récemment sur les réseaux sociaux. Si vous n'en avez pas entendu parler, sachez que j'ai été contactée ainsi que d'autres influenceurs il y a quelques semaines de ça pour aller à la rencontre du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal afin de lui poser toutes les questions que vous vous posiez par rapport à la Covid-19 pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les mesures qui étaient en train d'être prises, celles qui ont déjà été prises et essayer de mettre un petit peu à plat tout ce qui était en train de se passer pour que la situation se clarifie. Là, ce qu'elle propose, c'est de clarifier la situation pour tous ceux et celles qui trouvaient pas ça encore assez clair. Donc, pour l'instant, bon, pourquoi pas? Au contraire. Décrié par les médias, je vous laisse un petit peu regarder sur les réseaux sociaux ainsi que sur internet. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui a été dit par rapport à sa vidéo. J'en sais strictement rien parce que j'ai pas été fouinée et j'ai pas été chercher à savoir qu'est-ce qui s'était dit à ce propos. Donc voilà. C'est pour ça que je prends le temps et le soin de vous faire cette petite introduction avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et j'ai donc été contactée par le gouvernement pour pouvoir discuter de tout ce qui était en train de se passer vis-à-vis de la Covid-19 et je trouvais l'idée... M'en voulez pas, je dirais le tout le long parce qu'au début c'était le, donc pourquoi avoir changé la nature de ce mot? C'est un virus, c'est le Covid, point. Donc, pourquoi on a contacté les influenceurs qui sont le plus influents évidemment sur YouTube, gratuitement et bénévolement, pour éclaircir l'histoire du Covid-19. C'était pas assez clair avec les médias visiblement. Bon, ok, passons. Déjà là, il y a un point qui me dérange. Le gouvernement ne donne pas la parole à d'autres personnes qui s'opposent un petit peu au discours ambiant, mais va donner la parole à des jeunes influenceurs gratuitement, bénévolement. Bon, ça ressemble quand même à une sorte de manipulation déguisée de l'opinion publique, notamment du jeune public. Donc là déjà, il y a un truc qui me dérange. Je ne remets pas en cause le fait qu'elle ait accepté ou quoi. À la limite, si on part dans le sens qu'elle dit, effectivement, ça a l'air tout à fait louable et de bon augure, vous voyez, de bienveillance. Elle y va de façon bienveillante, mais le gouvernement, à côté de ça, a fait appel à elle et d'autres influenceurs, elle l'a dit. C'est là que je me dis, la bienveillance, bon, voilà, je reste un petit peu sceptique. On continue. Reprocher, et c'est ce que beaucoup de gens ont dit, mais je peux déjà vous l'assurer que c'est faux. Je n'ai pas été payée par le gouvernement pour faire cette vidéo. J'ai moi-même avancé les frais de voyage, de tournage et de montage pour cette vidéo parce que j'avais envie d'accomplir mon devoir civique tout simplement. Donc par devoir civique, elle réalise une vidéo gratuitement, bénévolement, alors que d'habitude c'est son travail et elle le fait de façon rémunérée. Là, pour le gouvernement, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est bonheur, j'avance les frais, je paye tout de ma poche et je le fais de bonne volonté. D'habitude on te paye et là on va pas te payer et toi t'acceptes. Je comprends pas en fait. Que durant une crise et une pandémie mondiale, je n'ai pas à me faire payer pour ce genre de contenu. Oui, alors évidemment, on peut voir ça comme ça. Par contre, je rectifie, nous ne sommes pas en pandémie. Ce n'est qu'une épidémie. Voilà, il faut utiliser les bons mots également si tu veux sensibiliser un public jeune et un public qui a besoin de comprendre les choses. Et mon but ici est vraiment de donner la parole aux soignants qui ne l'ont pas assez eu à mon sens pendant cette deuxième vague. C'est pas faux. Je précise en disant un peu plus, les soignants, on ne les entend pas. Ils ne témoignent pas, ou on va les entendre de temps en temps faire une petite manifestation concernant la fermeture de l'hôpital Dieu, la Part-Dieu à Paris, je précise ici. Donc voilà, on va les voir ponctuellement, de temps en temps comme ça, mais on les entend pas en fait ces gens. Pourquoi? Répondez-moi si vous êtes soignant dans les commentaires. Peut-être vous avez... pas le droit, tout simplement, de parler. Vous êtes tenu par le secret professionnel. J'imagine que c'est ça, parce qu'on ne vous entend pas. On est arrivé à l'Elysée et là, donc, le ministre Gabriel Attal vient de terminer le conseil de défense et là, il va bientôt finir le conseil des ministres. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, les annonces ont déjà été annoncées. Là, aujourd'hui... J'avoue que Enjoy Phoenix à l'Elysée, je comprends pas. Vraiment, je remets pas en doute sa volonté à elle. Par contre, le gouvernement... Enfin, ça
Ça me dépasse et à la limite j'aurais aimé avoir les motivations du fameux Gabriel Attal ou des gens qui ont pris la décision d'inviter des influenceurs. J'aurais aimé avoir leur son de cloche, le pourquoi du comment inviter ces influenceurs finalement. Bon, on l'aura pas je pense. Mercredi, donc on va... Donc là elle fait la visite des locaux de l'Elysée, hein, c'est cool. Enchantée. Merci de venir Non, merci de... d'alerter du coup et de participer à montrer ce qui se passe dans nos hôpitaux et ce qui risque de s'aggraver malheureusement les jours qui viennent. Donc là, merci de participer à montrer ce qui se passe dans nos hôpitaux. Finalement, c'est plus de la participation que la volonté unique d'Enjoy Phoenix. En tout cas, c'est ce que je comprends. c'est dans le Conseil de défense et de sécurité nationale que sont prises des décisions justement sur l'épidémie de coronavirus. Et d'ailleurs, c'est uniquement le président Véran et quelques autres ministres qui prennent les décisions et qui les imposent sans aucune discussion, sans aucun débat démocratique. Ne serait-ce que là, faut le savoir, moi ça me choque. Dans une démocratie, c'est très perturbant. Matin, on en a encore eu un. Je vais peut-être vous montrer la salle. Je vais couper les quelques moments où je suis silencieuse et où j'observe les vidéos parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc là, Gabriel Attal va parler pour faire le débriefing du Conseil des ministres devant la presse. Donc il y avait une caméra et le ministre va être tout en face. Et là... Donc là, il y a un débriefing en conférence de presse de Gabriel Attal pour faire un résumé de ce qui s'est passé lors du Conseil des ministres, du Conseil de défense. Voilà, pour informer la presse et donc les gens via les médias, via la télé. Ça leur remplit de journalistes qui vont retransmettre à la télé et dans les journaux ce qui vient d'être dit après le Conseil de défense. Donc ça c'est intéressant. Mesdames, messieurs, pour... Ne mettons pas de côté le fait que tous les médias français, je parle des chaînes télé, hein, TF1, BFM, iTélé et j'en passe, tous les médias français et la plupart de la presse française aujourd'hui sont payés, la presse est rémunérée par des entreprises privées. Déjà la presse et les médias qu'on a quand on allume la télé ou quand on lit un journal, ils sont déjà en conflit d'intérêts par rapport aux messages qu'ils diffusent sur leurs canaux. Il faut le savoir, petite précision, c'est bien de remettre les choses dans son contexte. Alors là, je réagis un petit peu sur le discours de Gabriel Attal qui dit qu'il y a une augmentation massive de la diffusion du virus, notamment en France, en Europe, partout, etc. C'est pas forcément vrai puisque vous regardez un peu les chiffres de la Suède, notamment, qui n'ont pas confiné, qui vivent totalement normalement. Ils s'en sortent parfaitement bien. Ils sont en Europe, donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu vers la Suède, comment ils se sont débrouillés pour ne pas avoir notre situation soi-disant catastrophique. Voilà. Pour illustrer mes propos, je vous donne rendez-vous sur le site euromomo.eu. Je vous mets ça dans la barre d'infos. C'est un site qui répertorie toutes les morts qu'il y a pu y avoir selon les pays à la même période. À l'écran, on peut regarder donc la Belgique au mois de mars et au mois de novembre. Et on fait défiler et vous pouvez apercevoir que les courbes des autres pays sont plates. Donc il n'y a pas eu autant de morts que chez nous, tout simplement. Vous voyez, là, on est en France au mois de mars et ici, nous sommes au mois de novembre. Donc, la fameuse deuxième vague. En Allemagne, on peut apercevoir qu'il n'y a pas autant de morts que chez nous. Voilà. Que le discours est biaisé en fait parce que ce que Gabriel Attal avance via la conférence de presse et donc qui va atterrir dans tous les journaux, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisque c'est pas vrai partout en tout cas. Il faut savoir nuancer les choses et avoir quand même tous les aspects et les différents sons de cloche. Je pense que c'est important. Donc là, elle explique qu'elle va donc s'équiper, qu'elle va mettre une blouse, une charlotte, un masque et tout le tralala pour ne pas contaminer et être contaminée. Donc déjà, là, ça m'a interpellée parce que je me dis, ok, oui, ça paraît très logique, mais bizarrement, nous, on se balade pas dans ces tenues-là dehors, donc finalement, le masque, il sert à quoi dehors ?
mettre le masque visiblement ne suffirait pas en hôpital. Donc pourquoi il suffirait dehors et dans les commerces et tout le tralala? Je me pose des questions. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui, moi, m'a rendu très triste, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient atteints de maladies chroniques et qui venaient pas en fait à l'hôpital à cause du Covid, notamment des gens avec un début de cancer qui venaient pas parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est notre grande inquiétude. On l'a vécu déjà. Donc là, elle interroge le docteur professeur Fabrice Menegaud, je sais pas comment on dit. Et il est chef de service de chirurgie générale à la Pitié-Salpêtrière. Au moment de la première vague, où on a vu disparaître des gens, les consultations qui étaient ouvertes étaient vides, donc les patients n'osaient pas venir. Normal, les patients avaient peur. Donc on a pu rattraper. En même temps, on fait flipper les gens en allumant la télé, etc. On les fait flipper. Donc papy, mamie qui doit faire ses examens mensuellement, ils ont peur de sortir. Tout simplement, c'est évident. Rien de plutôt prévisible. Ça risque d'être une vague un peu plus longue, donc plusieurs mois de difficultés. Donc là, il dit que ça risque d'être une vague un peu plus longue. Bon, c'est sympa, si vous pensiez que vous alliez être tranquille pour Noël et pour le jour de l'an, c'est loupé les gars. Que les patients comprennent qu'il n'y a pas de danger en fait à venir à l'hôpital. Quand il dit qu'il faut que les patients comprennent qu'il n'y a pas de danger, je pense que ce serait intéressant d'appeler, on prend le téléphone, on compose le numéro de chacun des patients qui ont rendez-vous. Il n'y a pas de danger par rapport aux consultations, etc. C'est extrêmement important et urgent que vous veniez faire la suite de votre traitement, vous faire dépister, vous faire votre examen ou votre opération chirurgicale, parce que si vous traînez dans le temps, il peut y avoir un risque beaucoup plus important. Pourquoi personne va chercher ces patients-là en fait, s'ils sont connus? Les circuits sont totalement séparés, c'est-à-dire donc alors ça peut être au même étage. Mais... Donc là, il explique justement que ça ne devrait pas poser de problème de recevoir ces patients qui ont besoin d'un suivi, puisque le service est totalement séparé du service Covid. Donc ça peut être à un étage inférieur ou supérieur, ou dans un autre bâtiment, etc. Donc il n'y a pas possibilité de croiser un cas Covid en allant se faire dépister un cancer ou autre. Bon, ça, c'est bien de le dire en fait. C'est bien de prévenir les gens là-dessus. Comment est-ce que ça va? Je sais pas si on vous pose vraiment beaucoup la question, alors je vous la pose parce que c'est important de savoir. Enfin, je serais curieuse de savoir. Pas souvent, et donc effectivement, moi je suis surtout inquiet en fait. Donc inquiet du développement de l'épidémie là, qui est vraiment majeur. Inquiet du développement de l'épidémie qui est vraiment majeur. Il va forcément inquiéter les gens qui vont regarder la vidéo. Enfin, je trouve ça délicat d'avoir ce type de discours pour un public de 13 à 35 ans. Donc du traitement des patients qu'on a déjà programmé et qu'on souhaiterait prendre en charge et qui malheureusement s'auto-annulent. S'ils sont déjà programmés et s'ils s'auto-annulent, c'est qu'on a un contact. Donc contactons-les pour qu'ils ne s'auto-annulent pas. Parce que j'ai l'impression que dans l'état d'esprit général, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'à leur sens, la deuxième vague aurait pu être peut-être mieux préparée et mieux anticipée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, moi, ce que je vois, c'est un petit peu, si on sort un petit peu de la France, on voit que c'est un peu la même chose partout. Ouais. Et donc... Alors, encore une fois, Enjoy Phoenix demande si la deuxième vague a-t-elle été assez anticipée, et lui répond que, en fait, non, parce que c'est la même chose partout. Mais il me semble, et si on va rechercher les dires et les discours officiels à la télé, que Macron a dit qu'il avait parfaitement anticipé la deuxième vague et que tout était sous contrôle et que tout était... voilà, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, c'est faux, ce n'est pas partout pareil. En Allemagne, il y a moins de cas. En Suède, il y a des cas, mais il n'y a pas de vague ou de deuxième vague. À Wuhan, justement, au centre de l'épidémie, il n'y a plus rien. Les gens sortent, les gens ne mettent pas de masque, les gens font la fête, les gens vivent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de deuxième vague, alors que là-bas, c'était le centre, le cœur de la fameuse épidémie. Donc, non, c'est pas partout pareil, non, c'est pas vrai.
Il y a eu des organisations un peu différentes. Quand on voit la Suède, quand on voit l'Italie, l'Espagne. Et en fait, l'Italie, l'Espagne et la France sont à l'unisson. Donc c'est la même chose en Belgique également. C'est un petit peu l'unisson qui prédomine. Donc on ne peut pas dire que partout c'est pareil alors qu'on fait la même chose dans ces quelques pays. Il faut aller un petit peu plus loin en fait. Donc maintenant, on est confronté à cette deuxième vague. Il faut absolument réagir rapidement parce que on voit que les chiffres sont... Réagir rapidement, eh bien il me semble que réagir rapidement, c'est détecter les cas symptomatiques, les gens malades, hein, qui sont vraiment dans le mal, avec fièvre, toux, difficulté à respirer, etc. Les gens qui ont ce genre de symptômes, effectivement, il faut qu'ils se rendent directement en hôpital afin de prévenir au plus rapide, comme il le dit, et au plus tôt, qu'on puisse adapter le traitement au plus tôt, comme le propose le docteur Raoult d'ailleurs. C'est ce qu'il préconise, c'est de détecter assez tôt pour prendre le traitement assez tôt dans l'évolution de la maladie et pour pouvoir soigner les patients. Jusqu'ici, voilà, le docteur Raoult, finalement, c'est plutôt rationnel ce qu'il raconte. En train de devenir un peu affolant, en fait. Hein. Sans vouloir faire peur, hein, mais on se rend compte que... C'est affolant, mais je veux pas faire peur. Les contagions sont majeures, en fait. Hein, donc, les contagions sont majeures. Oui, mais enfin, là, un virus contagieux n'est pas un virus dangereux. Pourquoi ? Parce que un virus qui est dangereux et létal, mortel, la personne qui meurt n'a pas le temps de contaminer les autres. Voilà. Elle explique qu'elle a une tranche d'âge de personnes qui la suivent de 13 à 35 ans, donc c'est des jeunes, et elle demande qu'est-ce que le médecin pourrait dire à ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils savent, mais peut-être une petite piqûre de rappel ou... Moi j'aimerais dire deux choses, en fait, une prudence. Il dit prudence pour eux parce qu'il n'y a pas que des personnes âgées en réanimation et qu'il y a également des jeunes. On va rééquilibrer. Attention, 90%, 9 personnes sur 10, même s'ils sont jeunes, ont des comorbidités ou un système immunitaire défaillant. Donc c'est pas la personne qui est en pleine santé qui va se retrouver en réanimation. Non, non, c'est vraiment une personne qui a déjà des gros problèmes de santé et notamment par l'obésité par exemple, par des cancers, par un système immunitaire défaillant. Voilà, ton corps ne sait plus se défendre et effectivement à ce moment-là, ça peut être dangereux pour toi qui peut-être a 25 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Donc voilà, il faut juste mesurer le propos. Attention. Je tiens aussi également à préciser qu'on dit toujours que les personnes avec une comorbidité, c'est-à-dire avec un autre problème de santé, est beaucoup plus à risque, effectivement, et ils mettent en avant l'obésité. On interdit la vente des livres, on interdit la vente de chaussettes, on interdit la vente de maquillage, mais on va autoriser le sucre, le coca et toutes les boissons gazeuses sucrées, et on va autoriser également l'ouverture des McDonald's, alors que le premier critère de contamination du virus, c'est l'obésité. Je comprends pas. Là, ça y est, on m'a perdu. Hein. Faut m'expliquer. Il faut être solidaire de... La solidarité. Alors là, il dit un médecin, un professeur à l'hôpital qui est complètement affolé, il est en train de dire à des jeunes que il faut être solidaire. Il faut être solidaire des autres générations. Mais là, ça me dépasse. On ne sait pas quoi, si dans les amis, il n'y a pas des gens fragiles. Et des autres générations, c'est-à-dire qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, c'est-à-dire on peut pas tout attendre. Qu'ils prennent leurs responsabilités. On parle d'un enfant de 13 ans. Donc je sais pas pourquoi elle n'a pas réagi, est-ce qu'elle n'a pas osé, j'en sais rien, mais on peut pas demander à un enfant de 13 ans d'être responsable et d'être responsable de la contamination des personnes âgées. On va où là? Ça c'est de la culpabilisation, c'est pas possible. Le sens des responsabilités doit être partagé par les jeunes. Non. Donc voilà, prudence et solidarité, ouais, ça me paraît vraiment.
Prudence et solidarité. Prudence, oui. Solidarité, faisons juste appel à notre bon sens, à notre autorité parentale et à la protection de nos proches et de nos propres enfants. C'est là où est la responsabilité de chacun d'entre nous. Les personnels qui sont déjà ici, on a été formés. Donc là, elle interroge du personnel soignant, peut-être aide-soignante. Il y a 3 personnes qui parlent. Là, vous pensez que pour la deuxième vague, ça va être la même chose? Vous pensez que la deuxième vague, ça va être la même chose? Et les 3 personnes répondent bah là, on attend. Je croyais que les hôpitaux étaient complètement saturés et que c'était la folie furieuse et que tout le monde n'en pouvait plus dans les services hospitaliers. Enfin, c'est soit t'attends, soit t'es débordé, soit t'as le temps de répondre à une interview. Enfin, je ne comprends pas où sont les priorités là. Actuellement, on ne peut plus compter sur l'aide qu'il y a eu d'extérieur. On a eu beaucoup de professionnels de santé qui sont... On ne peut plus compter sur l'aide qu'il y a eu à l'extérieur. C'est grave de les laisser en galère, ces gens-là. D'autres régions. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Est-ce que le gouvernement pourrait vous aider? Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises et qui pourraient améliorer votre situation actuelle? La dynamique qui durcissent les mesures, ça peut nous aider parce que les gens ne respectent pas, ne prennent pas. Qu'ils durcissent les mesures parce que les gens ne respectent pas. Non. Venant du personnel soignant, non, je ne suis pas d'accord. Le gouvernement doit tout simplement débloquer plus de lits pour qu'il y ait plus de capacité d'accueil face à une vague qui a l'air grossissante. C'est tout. Donne des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, plus de capacité pour accueillir les malades. Là, effectivement, ce sera impactant. J'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi on ne mobilise pas les cliniques privées ? On envoie les gens à Strasbourg, on envoie les gens en Bretagne, on envoie les gens en Allemagne, on débloque des trains spéciaux, des bus, des cars pour envoyer des gens dans d'autres services hospitaliers, mais on ne va pas au coin de la rue à la clinique privée. Pourquoi ? Pourquoi ? Apparemment, il y a quand même 100 000 lits de disponibles à côté de chez nous. Les gens en ont marre, tu m'étonnes. Aujourd'hui, c'est pas possible, non? Parce que accueillir les gens à 20h, c'est bien. Mais nous, c'est pas à nous, population lambda, de donner les moyens au personnel soignant. Alors, à la limite, il faut se tourner vers le responsable de tout ça, c'est-à-dire les personnes qui vous donnent les moyens de pouvoir soigner dans de bonnes conditions mentales et physiques. C'est pas blâmer la population qui est pour rien. On savait dès le départ qu'on va arriver à une deuxième vague, et je pense qu'il fallait déjà... On savait dès le départ qu'on allait arriver à une deuxième vague. Donc tout le monde le savait en vrai. Enfin, ou du moins tout le monde en parlait déjà. Personnel soignant, visiblement, il le savait déjà. Il y a eu 9 mois qui se sont écoulés entre la première vague et la seconde vague. 9 mois. Prévoir plus de, je sais pas, plus de lits de réanimation, plus de moyens aussi humains. Plus de moyens humains, plus de lits en réanimation. Exactement. Il faut savoir que les urgences, la réanimation et les hôpitaux sont saturés et sont en galère tous les ans. Tous les ans, ils réclament des moyens humains, ils réclament des moyens, ils réclament des lits supplémentaires, etc. Tous les ans depuis 20 ou 30 ans. Ce n'est pas nouveau en fait. Donc si aujourd'hui on en est là, en 2021, ce sera exactement la même chose, il va être en galère parce qu'il n'y aura pas assez de lits, il n'y aura pas assez de moyens, etc. Et à 20 ans, c'était pas le Covid. Hein. Covid ou pas Covid, le problème reste le même. Encore une fois, c'est une question de moyens et d'argent public injecté au sein des hôpitaux. Voilà. Tout le monde est impacté, ça c'est une évidence, et l'impact psychologique, il est extrêmement grave en fait. Que ce soit sur les jeunes, sur les moins jeunes ou sur les personnes âgées, enfin je veux dire, on isole les personnes âgées parce qu'on leur dit attention, il y a un méchant virus qui va vous sauter dessus si vous sortez au bout de la rue. Vous imaginez la petite mamie Enfin, elle doit être en panique totale, quoi. Je veux dire, tu peux pas faire flipper les gens comme ça, quoi. Les jeunes, bah oui, il faut leur expliquer les jeunes, il faut les informer. Hein, c'est de notre devoir en tant que parents, en tant qu'adultes, d'informer
nos enfants sur ce qui se passe réellement et sur le discours officiel et le discours officieux aussi. Voilà, il faut quand même entendre les deux sons de cloche. Ça, c'est important. Donc là, elle change de vêtements entièrement, elle enlève tous ses bijoux, etc. parce qu'elle risque de contaminer ses vêtements, machin, machin. Chose que personne ne fait en population générale. 15 malades super graves parce qu'ils ont le Covid. Donc il y a que 15 lits à la salle P. En tout cas, les couloirs sont vides. Hein. Le patient que tu vois, ses poumons sont complètement tombés en panne. Et c'est la machine à droite, avec l'écran bleu, qui le fait respirer artificiellement. C'est ce qu'on appelle un respirateur. C'est le fameux respirateur hein, qui est relié par les deux gros tuyaux au patient. Il a été plongé dans le coma artificiel et il va y rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que ses poumons guérissent. Et il est tellement malade. Donc ça c'est choquant quand même je trouve. Hein. Ça, là on fait appel à l'émotionnel, le sentimental, c'est touchant, c'est flippant. Marie, ici on a un patient qui est jeune, il a 39 ans. 39 ans. Il est entre la vie et la mort. Il est encore plus grave que celui que je t'ai montré avant. Tu vois la grosse machine là qui est devant? Il est encore plus grave que celui d'avant. 39 ans. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme comorbidité ce jeune homme? Eh bien ces poumons sont tellement malades qu'on les a remplacés complètement avec une machine qui va prendre l'oxygène et qui va l'injecter directement dans le sang du patient. Ce patient il en a pour 4-5 semaines. De coma artificiel. De coma artificiel. Minimum. Et ça fait déjà combien de temps? Et là, la mortalité, elle est plutôt de 60%. Je pense que nous... Donc là, le mec, le médecin, il est en train de parler d'un patient à lui qui a 39 ans, qui est entre la vie et la mort. Il est en train de dire face caméra, face à 3 067 000 personnes, que le mec a 60% de chance de mourir. Où est le secret médical? Et la famille, quand on ça... je trouve ça extrêmement grave. L'intention n'est pas la bonne. Je suis désolée, là on veut faire peur. On veut faire flipper. Il ne peut pas se permettre de dire qu'un patient a 60% de chance de survie. Il est entre la vie et la mort alors que sa famille elle est derrière. Et là il vient de foutre en l'air une famille. Enfin c'est pas possible. Je peux pas. Là je trouve ça choquant quand même. Et par comorbidité, on imagine des cancers, des patients très vieux, des patients qui ont le cœur malade, des poumons très malades. Mais non, en fait non, c'est des gens qui ont un surpoids. Pour éviter le surpoids, ce qui touche un maximum de malades finalement, eh ben, arrêtons de vendre tout ce qui favorise le surpoids. Non? Je sais pas médecin, mais... Donc c'est des gens qui font 10 kilos de trop, hein, le surpoids. Des gens qui font 10 kilos de trop. Mais pourquoi on laisse les McDo ouverts si le premier risque c'est le surpoids? 21 lits en réanimation à la Salpêtrière. C'est tout? Ça fait peu quand même. Hein. Oui, on a peur qu'il n'y ait pas suffisamment de lits en réanimation et donc on bataille pour en ouvrir des nouveaux dans d'autres... On bataille pour en ouvrir des nouveaux. Oui. Là ce que vous voyez c'est un patient qui arrive. Vous voyez, c'est le SAMU. Le SAMU c'est un transport interne, mais c'est le SAMU interne qui accompagne un patient. Oui, ils font leur job, quoi. Tu vois, parce que les machines, elles ne fonctionnent pas seules. Derrière, il y a un savoir, et ces infirmiers de réanimation, on en manque. Et ça pourrait nous faire cruellement défaut. Et comment ça se fait? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus assez de... Formons des gens. Parce que le métier d'infirmier en réanimation, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire avec du personnel qui manquerait un peu d'expérience pour prendre en charge pleinement ces patients, même si on a la chance de tout ça. On est obligé de faire appel à du personnel qui manque d'expérience pour les aider. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est ouf ça, il faut former des gens. On met l'économie à plat, on met les gens au chômage. Il y a bon nombre de gens qui souhaiteraient bosser et même aider, mettre la main à la pâte. Pourquoi on ne va pas chercher ces chômeurs et on ne les forme pas pour aider les personnes en réanimation? Est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des gens qui regarderaient cette vidéo? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive vraiment sur une deuxième vague qui risque d'être très compliquée et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Marie,
Ça ressemble à un tsunami. On est en train de se reprendre ce qui s'est passé là. Un tsunami, le mec, il a sorti là. Arrête. Le mec, il est pas alarmiste, hein, déjà. Regardons les chiffres de l'INSEE. C'est pas la même chose que en mars. Donc non, c'est pas une deuxième vague. On parlait même d'une vaguelette. Non. Là, depuis une semaine, c'est beaucoup de patients qui rentrent, mais c'est des patients qui ont 40, qui ont 50 ans. Enfin, c'est des gens qui pourraient être tes parents, quoi. Ouais, clairement. Hein, clairement, ça Ah. pourrait être tes parents. Et on te dit, ils sont comorbides, mais non, ils ont 10 kilos de trop. Je vais poser une question qui, vous avez le droit de pas de me répondre, mais en termes d'heures de travail et de salaire, vous en êtes où? Tous les jours-là, je suis un poste transversal, donc je suis là du lundi au vendredi. Je gagne 1750 net et je suis infirmière depuis 10 ans. D'accord. On a un métier, on a beaucoup de responsabilités. Ouais. Et Et ça reste un métier à risque aussi. Si vous aviez un dernier mot peut-être à dire aux gens, de manière générale, des recommandations, des choses, des souhaits que vous aimeriez. Le professeur, le fameux professeur qui parle, hein, il s'est touché le masque, mais comme jamais. Je croyais qu'il fallait pas faire ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En fait, j'aimerais dire aux jeunes que je les comprends quand ils veulent sortir. Mais bien sûr, j'ai été jeune, puis j'ai des enfants. On veut juste vivre, en fait. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. Simplement, premièrement, leur dire, la jeunesse, c'est pas complètement un certificat d'immunité. Il y a des jeunes qui tombent malades. Il y a des gens qui ont 25 ans. Oui, qui tombent enfin, malades. il y a des bébés qui subissent la mort subite du nourrisson. Il y a des enfants qui deviennent handicapés après s'être vaccinés. Oui, il y a tout un tas de cas différents et variés qui existent sur Terre, effectivement, ouais. Protégez vos parents. Protégez vos parents. À la Protégez maison, vos parents. c'est un endroit magique qui protège de la maladie. Si votre maman, elle a 50 ans, qu'elle aime bien les pâtisseries, qu'elle est un peu en surpoids, et ben elle risque de tomber malade. Si votre maman a 50 ans, qu'elle aime bien les pâtisseries et qu'elle est en surpoids, vous risquez de la rendre malade. Non, là, c'est très dangereux d'avoir ce discours culpabilisant pour nos jeunes. D'accord? Si la maman elle aime bien les pâtisseries, qu'elle est en comorbidité parce qu'elle a 10 kilos de trop, c'est à elle de faire gaffe et de protéger son enfant et de faire le nécessaire pour se protéger elle et protéger son gosse. C'est pas au gosse de prendre la responsabilité et de culpabiliser parce que si la maman malheureusement elle finit par tomber malade parce qu'elle a bouffé un peu trop de pâtisserie, t'imagines l'état du gamin, l'état psychologique? Non. Choquant. Moi je vous dis, faites gaffe les jeunes, faites gaffe aux autres. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup. En tout cas, bon courage. J'espère que ça va bien se passer pour cette question-là. Là, je pense que vous nous aidez parce que là franchement on appréhende. Hein, donc, Je pense que vous nous aidez parce que là, on appréhende. C'est quoi le rapport? Je comprends pas la phrase. Mathis est rentré à l'hôpital début mars 2020 après avoir contracté le Covid. Suite à la dégradation de son état, il se retrouve au service Réa. Il est plongé dans le coma pendant plusieurs semaines, oscillant entre la vie et la mort. Il s'en est sorti après 15 jours de convalescence et il a accepté de nous rencontrer pour nous raconter. Écoutons ce petit Mathis. J'ai été malade en fait à partir de fin février pendant 2 semaines chez moi avec de la fièvre. À l'époque, On a demandé aux gens de rester chez eux quand ils étaient malades. Donc le côté prise en charge rapide, ça passe pas. Bon, c'est pas vraiment cohérent. Alors, au fait, qu'est-ce que tu as 27 ans? ouais, c'est ça, 28. 28. 28 ans. Est-ce que. Je parle à ma famille plusieurs fois pas de me dire au revoir, mais c'était un peu ça. Et en fait, c'est des moments où je dormais. Et comme je me souviens pas des moments où je dormais, j'ai pas eu. Les médecins, personnels soignants a dit plusieurs fois à la famille de dire au revoir à leur fils. C'est totalement irresponsable de faire ça. Ah ben votre fils il va mourir, profitez-en, c'est peut-être le dernier moment que vous passez avec lui. Ah ben non, excusez-moi, en fait on s'est trompé, mais peut-être demain ce sera chelou. Oui, mais par contre. Ça prouve bien que ça peut arriver à tout le monde. C'est quoi ton ressentiment? Ça peut arriver à tout le monde effectivement, et d'autant plus si on est en surpoids. Mais on laisse les McDo ouverts, on laisse le Coca-Cola en vente libre dans les grandes surfaces, ainsi que le rayon bonbons, considéré comme produit essentiel évidemment à la vie. Je sais plus quel médecin disait on vous retire votre liberté quand on vous met un tube dans la gorge et que vous êtes endormi pendant 1 mois.
là c'est un retrait de liberté et c'est beaucoup plus grave que mettre un masque, essayer de respecter les distanciations sociales. Et même ce soir il y aura peut-être des... Faut savoir quand même que le masque va affaiblir vos défenses immunitaires. Si on prive votre cerveau et vos cellules d'oxygène, mathématiquement parlant, on affaiblit votre système immunitaire, ce qui vous rend beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus sensible pour attraper n'importe quel virus qui traîne dans le coin. Faut le noter. Mais on ne peut pas priver 67 millions de Français de leur liberté pour quelques-uns qui malheureusement sont tombés malades. On prive 67 millions de personnes pour 0,3% de morts, je crois, première vague. C'est quand même hyper disproportionné, je trouve. Il faut juste relativiser un petit peu. Évidemment qu'on n'a pas envie de tomber malade, on n'a pas envie d'être en réanimation, on n'a pas envie d'être intubé, on n'a pas envie de voir nos proches dans cet état-là, c'est évident. Mais de là à sucrer toutes les libertés de circulation des gens qui s'inscrivent sur les droits de l'homme fondamentaux à la Constitution française, non. Et on ne l'a jamais fait pour les années précédentes, on ne l'a jamais fait pour la grippe, on ne l'a jamais fait pour la peste, on ne l'a jamais fait pour je ne sais pas quelle autre maladie, pour la malaria, pour le sida, pour je ne sais quoi. Pourquoi on va le faire pour une soi-disant nouvelle maladie, alors qu'en fait elle n'est pas si nouvelle puisque c'est un corona, donc en fait on connaît très bien les coronas et elle est d'autant moins nouvelle à la deuxième vague puisqu'on l'a vécu une première fois, donc a priori on est déjà préparé pour la deuxième vague. Donc non, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Donc j'avais vraiment envie d'être cette passerelle et de quand même pouvoir vous donner l'opportunité de vous exprimer malgré tout. C'est la raison pour laquelle on a... C'est bien de faire la passerelle, franchement, belle gosse, tu vois. Mais faire la passerelle, il faut encore une fois ne pas avoir qu'un seul son de cloche, mais plutôt avoir 2 sons de cloche. Donc là j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir une analyse concernant la disproportion en fait des mesures qui nous sont imposées et le cas qu'elle a pu, les cas qu'elle a pu rencontrer lors de cette fameuse journée 24 heures avec les soignants. Ça aurait été bien de remettre les choses dans une balance pour équilibrer tout simplement le message qu'elle avait envie de faire passer. Pour conclure, on va écouter ce qu'elle raconte sur les 3 dernières minutes, mais pour conclure, je trouve que cette vidéo a plus été anxiogène pour nos jeunes. Ne pas faire comme s'il ne se passait rien, je suis entièrement d'accord et c'est pourquoi je réagis aujourd'hui à cette vidéo. J'ai simplement estimé que c'était important de faire mon devoir civique comme n'importe quelle citoyenne et que je me voyais... Devoir civique... Pas faire comme s'il se passait rien, continuer ma vie comme si de rien n'était alors qu'il se passe des choses bien plus graves dans le monde. J'ai pas du tout envie. Il y a combien de morts de cancer chaque année et tout le monde s'en fout, hein? Il y a combien de morts de la malaria chaque année, tout le monde s'en tape. Donc le devoir civique, voilà, devoir médiatique et civique, bon. La marque Hello Body m'a également contacté pour participer au projet de cette vidéo et a proposé d'offrir énormément de produits au personnel soignant d'un hôpital qui est plutôt défavorisé. Mais non! Ici, tous les produits que... La marque Hello Body participe à cette vidéo et là elle fait la promotion des produits Hello Body pour les personnels soignants. Mais non, je m'attendais tellement pas à ça. Ok, donc on comprend où est le sponsor en fait, hein. Où est-ce qu'elle a été... payé, rémunéré pour influencer les jeunes. Pourquoi Hello Body? Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, Hello Body? Body propose d'offrir aux soignants et je trouve que c'est une très très belle action et un très... Non mais Hello Body offre ça aux soignants, mais les soignants ils ont demandé du personnel, des moyens et des lits. Ils n'ont pas demandé du savon. Là c'est chelou quand même. C'est exactement le même son de cloche que ce qu'on voit sur BFM, hein. Alarmiste, anxiogène, flippant, la peur qui règne et la peur qui va vous faire culpabiliser, mon gars. C'est ça le discours qui s'est fait à travers cette vidéo. Non, enfin... Tous les sujets dont ils
avaient envie de me parler. Et j'ai coupé très peu de choses pour vraiment leur laisser la liberté d'expression qu'on a aussi en France. Pour moi, c'était très important de leur laisser la parole. La liberté d'expression. Ne surtout pas les censurer. J'espère que vous accueillerez cette vidéo. Ne surtout pas les censurer. Pourquoi préciser ça? C'est justement parce qu'il y a censure, on est d'accord. D'ailleurs, si vous souhaitez contrer un petit peu la censure, vous avez désormais Odysée. Odysée, c'est une plateforme, c'est le YouTube sans la censure. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne à travers Odysée. Si vous souhaitez me suivre un petit peu là-bas, je publie simultanément sur YouTube et sur Odysée pour à terme éventuellement fermer ma chaîne YouTube parce que ça dépasse mes valeurs justement de liberté d'expression. On ne l'a plus sur YouTube et ça me dérange. Donc rendez-vous sur Odysée pour suivre les gens qui ont la parole, qui offrent un prisme différent de ce qu'on peut voir sur les médias traditionnels. Là, effectivement, c'est intéressant. Liberté d'expression et liberté tout court. Là, c'est intéressant. Voilà, donc tout le monde est libre de répondre dans les commentaires à cette vidéo avec délicatesse et bienveillance. La vidéo a été assez longue, je sais. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse un placement de produit à la fin de la vidéo avec Hello Body. Je veux dire, à un moment donné, s'il y a une marque dans la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de chelou. Hein, voilà. Donc elle fait un disclaimer où elle dit qu'elle n'a pas été rémunérée ni par l'hôpital ni par le gouvernement. Elle a d'ailleurs avancé tous les frais. Elle n'a pas pour vocation de faire une propagande gouvernementale. Bon, finalement c'est chose faite. Hein. Son discours n'est pas politisé et au final c'est chose faite. Il y a quand même un petit code promo à la fin de 20% sur le site Hello Body. Donc un petit code promo, ça veut dire un lien affilié et donc une rémunération à la clé. Hein. PS, certains liens présents dans la barre d'infos peuvent être des liens affiliés. Bon, ça c'est une mention qu'elle fait, je pense, sous toutes ses vidéos puisque systématiquement, elle partage des liens affiliés parce qu'elle fait et qu'elle pratique de l'affiliation et c'est ce qui remplit également son frigo. Bon, on va s'arrêter là. Pour résumer... son approche était, ma foi, de bonne volonté, je pense, et assez intéressante. De son point de vue, je trouve qu'elle y va un petit peu de façon légère et un petit peu de façon naïve. Je trouve qu'elle représente assez bien, finalement, la jeunesse. Encore une fois, je n'ai rien de particulier à reprocher à ce qu'elle peut partager à travers cette vidéo. À côté de ça, encore une fois, je trouve qu'il n'y a qu'un seul son de cloche. Surtout, ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'on culpabilise les jeunes. Et selon moi, ce n'est pas aux jeunes de prendre leurs responsabilités, mais c'est bel et bien aux parents de prendre d'être responsables du comportement de leurs enfants, d'être responsables de l'éducation qu'ils font à leurs enfants concernant leur autorité parentale. Et effectivement, voilà, il ne faut pas déplacer le débat. Chacun doit prendre ses responsabilités en tant qu'adulte et en tant que... autorité responsable. Voilà, un hôpital sera responsable de ce qu'ils font dans leurs hôpitaux, un gouvernement sera responsable de ce qu'ils font dans leur pays, vous voyez ce que je veux dire? Donc ne culpabilisons pas nos jeunes et nos enfants parce que c'est certainement pas de leur faute et que s'il y a une faute à avoir, c'est par rapport aux mesures qui sont appliquées et aux répercussions, aux conséquences. Les vraies conséquences visibles, c'est quand même une perte d'emploi, c'est quand même un effondrement économique du pays et à l'échelle mondiale, puisque ce problème ne nous touche pas nous seulement petits Français. Et donc ça, ce sont de vraies conséquences de ce petit virus grippal. Arrêtez d'aller dans la disproportion, de mettre la loupe sur un problème en particulier alors que finalement c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ayons un regard différent, un regard ouvert au dialogue. Et quand je parle d'ouverture, je parle aussi de liberté de s'exprimer, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de penser, liberté de prescrire, liberté de se soigner et
Et voilà, et c'est comme ça qu'on sera responsable. Tout simplement. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. Je suis désolée, je sais qu'elle a été très longue. Je vais passer un temps fou en montage, mais c'est pas grave, hein. Je suis en confinement, j'ai que ça à faire, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à commenter. Toujours, évidemment, dans le respect et la bienveillance, on est bien d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est normal.